Imaginez-vous un pays où les citoyens peuvent voter pour supprimer leur armée, avoir plus de vacances, ou même savoir si leurs vaches peuvent garder leurs cornes. Et ce pays, il existe, c'est le nôtre. C'est notre petite Suisse. Ici, tout ou presque peut terminer dans les urnes. Qui que vous soyez, où que vous soyez, si vous avez une idée et 100 000 signatures, vous pouvez faire changer la Constitution. Cela donne des votations passionnantes, déroutantes et parfois même totalement bizarres. Des sujets totalement improbables, mais qui ont quand même été soumis à tout un peuple pour une votation. Et vous allez voir, parfois, ça a failli passer. Et même des fois, c'est passé. Nous allons voir aujourd'hui les votations les plus improbables de notre petit pays qu'est la Suisse. Chez nous, les citoyens ne font pas que voter pour élire leurs représentants. Nous votons aussi sur les lois, les réformes. Très basiquement, il existe en Suisse 2 outils pour provoquer un vote national. L'initiative populaire. Ça, c'est si 100 000 citoyens suisses signent une proposition en 18 mois. Ils peuvent donc faire une votation pour modifier la Constitution. Et ensuite, il y a le référendum facultatif. Quand le Parlement suisse adopte une nouvelle loi, seulement 50 000 signatures sont nécessaires pour demander un vote qui accepte cette mesure ou la refuse. En gros, même les lois votées par les élus peuvent être remises en cause par le peuple. Résultat, en Suisse, depuis ses 18 ans, on a la possibilité de voter 3-4 fois par année sur divers sujets, parfois très lourds et des fois plus légers. Et dans cette vidéo, je vous propose de découvrir du plus vieux au plus récent, ces votations inattendues. C'est parti! Quand la Suisse a voté sur des allumettes. À première vue, ça peut sembler absurde. Mais derrière ce sujet plutôt banal se cache à l'époque un drame sanitaire conséquent. À la fin du 19e siècle, les allumettes sont fabriquées avec un produit très dangereux, le phosphore blanc. Ce produit chimique bon marché provoque une maladie terrible chez les ouvriers, appelée la nécrose de la mâchoire, ou la Fossey Jaw. Les travailleurs exposés se retrouvent très souvent avec une mâchoire en lambeaux, défigurée et parfois même, ils peuvent en mourir. Il existait pourtant une alternative plus sûre, le phosphore rouge. Il est bien moins toxique, mais par contre beaucoup plus coûteux. Résultat, les fabricants d'allumettes privés refusent de prendre du phosphore rouge, car la rentabilité est bien moins bonne. Alors, que faire? Le Parlement suisse tente d'abord d'interdire les allumettes au phosphore blanc. Mais c'est un échec, l'interdiction est contournée par la contrebande étrangère. C'est là qu'arrive sur le tapis une idée assez radicale. Et si l'on confiait entièrement la production d'allumettes à l'État? Un monopole public chargé de créer uniquement des allumettes sûres à base de phosphore rouge. L'objectif était de protéger les ouvriers et la santé publique sans dépendre du bon vouloir des industriels. L'initiative est soutenue par une coalition inattendue. Des radicaux, des démocrates et même des socialistes. Mais en face, une très large partie de la population ne l'entend pas de cette oreille. Beaucoup craignent une nationalisation excessive et trouvent totalement exagéré que l'État s'occupe des allumettes. Et le 8 septembre 1895, la Suisse vote. Et le résultat, 56,4% des votants refusent de donner le monopole des allumettes à l'État. Et les ouvriers continueront de produire des bâtonnets potentiellement mortels. Du moins jusqu'à l'interdiction internationale du phosphore blanc, arrivée plus tard. Nous voilà en 1908, à l'affiche une votation nationale sur une boisson alcoolisée. Mais pas n'importe laquelle, l'absinthe, surnommée la fée verte. À la belle époque, c'est la boisson à la mode. Poètes, artistes, ouvriers, tout le monde en boit. Mais petit à petit, l'absinthe devient l'ennemi numéro 1. Et pourquoi, me direz-vous? Eh bien à cause d'une réputation un peu sulfureuse. Entre autres, on dit qu'elle rend fou, qu'elle pousse au crime et qu'elle peut détruire des familles entières. Certains la comparent même à des drogues dures, bien avant que ce terme existe. Et puis vient le drame. En 1905, un ouvrier agricole suisse tue sa femme et ses 2 filles à coups de fusil. Il avait bu de l'absinthe, mais aussi du vin, du cognac et tout ce qu'il avait trouvé sous sa main. Mais peu importe, c'est l'absinthe qui est montré du doigt. Le choc est tel que des pétitions pleuvent. Les communes prennent des arrêtés locaux, il faut interdire cette boisson. Mais derrière ce mouvement, il n'y a pas que des bonnes âmes. On retrouve les ligues de tempérance, les conservateurs religieux
Mais pas seulement. Il y a aussi un petit soutien discret du lobby du vin et de la bière, qui sont très contents de voir disparaître une concurrente bon marché. L'initiative pour l'interdiction de l'absinthe arrive dans les bulletins en juillet 1908. Et le résultat est totalement clair. 63% de la population a voté oui à l'interdiction de l'absinthe. Du jour au lendemain et dans toute la Suisse, l'absinthe devient illégale. La distillation, la vente ou même la simple possession deviennent interdites. Et ce n'est pas une mesure passagère. L'interdiction durera presque un siècle, car cette interdiction n'a été abrogée qu'en 2005. Autrement dit, pendant 97 ans, la Suisse a interdit de rêver vert. Nouvelle époque, donc nouveau sujet, les jeux d'argent. En 1958, les Suisses ont été appelés à voter pour un sujet qui semblerait totalement dérisoire aujourd'hui, mais qui à l'époque a fait débat dans tout le pays. Petit flashback nécessaire. Depuis 1874, les casinos sont interdits en Suisse. Pas de blackjack, pas de roulette, fini. On considérait que les jeux de hasard étaient une menace pour la morale publique. Mais dans les années 1920, l'État finit par lâcher un peu du lest. Quelques jeux sont autorisés, à une seule condition. Les mises doivent être très faibles. Résultat, en 1928, la mise maximale autorisée au jeu est de 2 francs par jour. Mais voilà, le temps passe et les temps changent. Le tourisme se développe, les casinos veulent renaître et les joueurs aimeraient bien pouvoir miser un peu plus gros. Et en 1958, une question simple est posée au peuple. Doit-on relever la mise maximale des joueurs de 2 francs à 5 francs ? À première vue, on parle que de 3 francs, donc pas de quoi faire trembler les bourses. Mais le débat est très sérieux. D'un côté, les milieux du tourisme et les joueurs réguliers défendent une libéralisation, et de l'autre, les églises, les partis conservateurs, les défenseurs de la morale, s'opposent farouchement à ce qui doit être une porte ouverte à l'addiction et à la déchéance de la société. Finalement, les Suisses tranchent à 60% pour le oui. Les jeux d'argent peuvent respirer un peu. Et les casinos, eux, peuvent ressortir leurs jetons. Cette réglementation, elle, est restée en vigueur jusqu'à une réforme en 1993. Ironie de l'histoire, aujourd'hui, au Grand Casino de Berne, la mise minimale pour jouer à la roulette est de 5 francs. On avance, bienvenue dans les années 70. La crise pétrolière a secoué le monde. L'écologie commence de devenir importante. Et en Suisse, une question inattendue arrive sur la table. Et si on interdisait tous les moteurs un dimanche dans le mois ? L'idée naît en 1973, en pleine pénurie de carburant. Le gouvernement suisse impose alors 3 dimanches sans voiture pour économiser de l'essence. Résultat, pendant ces jours, des autoroutes vides, des familles qui pique-niquent sur la bande rapide et des cyclistes qui s'approprient les routes. L'expérience était marquante, presque poétique. 5 ans plus tard, des étudiants idéalistes décident de faire de ce souvenir une réalité. Ils lancent une initiative populaire pour instaurer 12 dimanches par année sans véhicule à moteur. Voitures, motos, avions, bateaux à moteur, tous seraient cloués au sol. Même nos vélos électriques d'aujourd'hui auraient été interdits, considérés à l'époque comme moteurs auxiliaires. Tout avait été pensé, et ces jours-là, la Suisse devait ralentir. Si l'idée faisait rêver beaucoup de monde, elle en inquiétait tout autant. Entre liberté individuelle, contraintes économiques et attachement à la voiture, le débat était très vif. Le 28 mai 1978, le peuple tranche. Résultat, 63,7% des votants rejettent l'initiative. Pas de Suisse piétonne un dimanche par mois. En 1989, on s'est posé une question assez simple. Et si on supprimait l'armée suisse ? Oui, cette question a vraiment été posée. Et pas simplement autour d'un verre d'absinthe dans un bar clandestin. Non, dans les urnes. En 1989, la guerre froide touche à sa fin. Le mur de Berlin vient de tomber et un vent d'espoir souffle sur toute l'Europe. En Suisse, un groupe de pacifistes décide de lancer une bombe démocratique. Une initiative intitulée sobrement « Pour une Suisse sans armée et une politique globale de paix ». Et leur proposition, c'était comme vous vous en doutez, supprimer entièrement l'armée suisse. Pour résumer, dissoudre les forces armées, adopter une défense fondée uniquement sur la neutralité, la diplomatie et le désarmement. Radical ? Absolument. Mais il faut dire qu'à l'époque, le contexte s'y prête un peu. Une partie de la jeunesse rêve d'un monde sans soldats, et la confiance dans l'armée est au plus bas.
Et pour certains, l'armée c'est simplement un vestige d'un autre temps. Et avec cette initiative, au sein de l'armée, c'est la panique. Les partis traditionnels, les hauts gradés, les milieux économiques, tous se mobilisent. Avec cette campagne et le soutien de tous les partis, l'armée suisse est rassurée et sait qu'il ne risque pas grand-chose le jour du vote. Et pourtant, le jour J, c'est le choc. 35,6% de la population suisse vote pour la suppression de l'armée. Plus d'un tiers du pays est prêt à tout repenser. C'est beaucoup plus que ce que l'armée suisse avait prévu. Ils s'attendaient peut-être à une petite gifle, et c'est un séisme qui se sont pris dans la tronche. Est-ce à dire que la catastrophe s'est produite ce soir? Je n'ai pas dit que c'est catastrophique, mais du point de vue politique extérieur, j'ai dit que c'est certainement pas très positif. L'armée suisse n'a donc pas été dissoute, mais le tabou est tombé. Des réformes, des réductions d'effectifs, de la modernisation, un débat réouvert sur le sens du service militaire dans une nation neutre. Cette votation a été perdue, mais comme dit, elle a tout changé. Et elle a prouvé une chose assez folle, c'est qu'en Suisse, même une idée folle qui s'oppose à tous les dirigeants peut arriver dans l'urne et avoir beaucoup de votes. Février 2008. Le peuple suisse vote sur l'initiative populaire contre le bruit des avions de combat à réaction dans les zones touristiques. Tout est dans le titre. Derrière cette formulation à rallonge se cachait un vrai ras-le-bol. Celui des habitants des régions alpines qui en avaient plein le dos, qui aient des entraînements militaires au-dessus de leur tête. Imaginez-vous, vous gérez un hôtel de luxe à Meiringen, vous avez des clients blindés qui s'apprêtent à venir dans votre hôtel, et il y a Karl-Heinz Inepnit qui débarque dans son FA-18 et qui passe au-dessus de vos têtes, et ça fait un bruit de fou et fait fuir vos clients. Et c'est justement ce grand hôtel qui va initier, avec l'aide d'écologistes de la région, cette initiative populaire. L'objectif, interdire purement et simplement les vols militaires en temps de paix au-dessus des sites touristiques. En théorie, ça peut paraître logique. Qui c'est qui a envie d'avoir plus de bruit dans des lieux touristiques? Personne. Mais très vite, les limites de l'initiative apparaissent. Parce qu'en Suisse, qu'est-ce qui n'est pas touristique? Les montagnes, les vallées, les lacs, les ruisseaux, tout est touristique. Si chaque commune peut se revendiquer comme territoire touristique, c'est quasiment tout le pays qui ne peut pas être survolé. Alors oui, le silence c'est super bien, mais une armée de l'air qui peut pas être dans l'air, c'est un peu plus embêtant. Du coup, le gouvernement, les partis de droite et du centre ont tiré la sonnette d'alarme. Il restait donc seulement la gauche, les verts et les antimilitaires qui soutenaient cette proposition. Mais dans les urnes, la réponse était assez claire. 68% de la population a refusé l'initiative. Résultat, le bon vieux Karl-Heinz Inepnit continue de survoler les clients de l'hôtel qui brunchent tranquillement dans le bruit. Est-ce que vous aimez les vacances? Le soleil, la montagne, le hamac, se lever à 10h le matin? Et si, en Suisse, on avait une semaine de vacances de plus chaque année? On n'en a déjà pas beaucoup, ça serait sympa. Et en 2012, ce doux rêve a failli être une réalité, car il est arrivé dans nos urnes. Une initiative populaire propose d'augmenter le minimum légal des congés payés en Suisse. Une mesure simple, universelle, qui aurait rendu des lundis matins bien plus supportables. Derrière cette initiative, il y a les syndicats qui pointent le stress grandissant, l'augmentation des burn-out, etc. Et leur but, c'est de défendre une idée forte. Plus de repos égale meilleure santé mentale, plus de vacances égale moins d'absentéisme, et plus de vacances égale plus de motivation quand ils sont au travail. Jusque-là, ça peut s'entendre et tout semble assez logique. Mais en face, le ton change. Les milieux des patrons crient à la catastrophe. Cette semaine supplémentaire pour chaque citoyen suisse coûterait des milliards. Ça nuirait à la compétitivité de la Suisse et mettrait purement et simplement en péril l'économie suisse. Une semaine de vacances. Là, plus de Suisse. Le Conseil fédéral lui-même entre dans l'arène et recommande simplement de refuser l'initiative. Le jour du vote, les chiffres sont sans appel. 66,5% des votants refusent d'avoir des vacances supplémentaires. Et voilà, la Suisse reste campée sur ses 4 semaines de vacances minimum par année. Travailler plus, ne pas gagner plus, mais être compétitif. Oui, monsieur. Et pour terminer cette vidéo, j'aimerais parler d'une histoire comme seule la Suisse peut l'écrire. Un combat improbable mené par un homme seul. Nous sommes en novembre 2018. Les médias suisses et même certains médias étrangers pointent leurs projecteurs sur un débat qui pourrait sembler être une blague. Et pourtant, c'est très sérieux, c'est une initiative populaire qui se nomme
pour les vaches à cornes. Qui se trouve derrière cette initiative? Un homme totalement seul, Armin Kappol. Armin Kappol est un paysan du Jura bernois, par chez moi. Et cet homme est écœuré par une pratique courante dans l'élevage moderne, l'écornage systématique des jeunes veaux. Alors, Armin a décidé de se révolter. Et comme on ne l'écoute pas, il fait ce que tout Suisse hyper motivé aurait fait. Il lance une initiative populaire. Pendant longtemps, il écume les marchés, les foires, les villages. Il récolte une à une les 100 000 signatures nécessaires. Il devient une star, un personnage, même un symbole. On le voit danser dans son étable sur du Jimi Hendrix pour des médias de tout pays. Et surtout, il porte un message. Les cornes des vaches, c'est plus qu'un bout d'os. C'est un symbole, un bien culturel, une dignité. Son initiative ne demande pas du tout l'interdiction. Elle propose simplement de donner une aide financière aux éleveurs qui décident de laisser les cornes à leurs vaches. Car leur laisser leurs cornes, ça demande plus de place, des infrastructures différentes et plus coûteuses. Et là, le débat prend feu. Les Verts, les socialistes et les associations de protection des animaux soutiennent Armin. En face, les milieux agricoles traditionnels, le gouvernement et les partis bourgeois jugent la mesure trop coûteuse pour un impact limité. La vache est pendant quelque temps devenue un enjeu politique. Les enfants en parlaient à l'école et les journalistes étrangers hallucinaient. Ils votent sur les cornes des vaches. Et puis vient le jour du vote, le 25 novembre 2018. Résultat, 54,7% de non. L'initiative est rejetée. Mais c'est loin d'être un échec, car un fermier solitaire, avec son idée, a réussi à lancer un débat national, médiatisé jusqu'au Japon. Et il a prouvé qu'en Suisse, même un berger isolé peut, s'il a assez de cœur, faire trembler les murs du Parlement. On dit souvent qu'en Suisse, le peuple décide de tout. C'est une belle image, mais c'est pas totalement vrai. Parce que non, tout ne passe pas devant les urnes, qu'on le veuille ou non. Et parfois, les grandes décisions nous échappent. Mais ce qui fait la force de ce petit pays, ce n'est pas forcément la perfection de son système. C'est cette idée folle qui fait qu'un simple citoyen, peu importe son statut, soit paysan, instituteur ou simplement un rêveur, peut secouer la nation avec une poignée de signatures. C'est cette confiance qu'on accorde au débat, même s'il dérange. C'est ce droit rare et fragile qui permet de remettre en question l'ordre établi. Et cette capacité unique qui, en tant que citoyen, permet de prendre au sérieux des idées qui auraient été rejetées par d'autres. Alors non, tout dépend pas de nous. Mais ici en Suisse, quand le peuple parle, le pays écoute. Et dans un monde comme le nôtre qui devient si bruyant, ça, c'est quelque chose de précieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de commenter, c'est hyper important. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!